le combustible radioactif est gainé, c'est-à-dire qu'il est mis dans une, on va dire la capsule, elle est en zirconium, qui est un métal très solide, dans lequel on emprisonne la matière, dans laquelle il y a de l'uranium au départ, qui se transforme en plutonium, quelque chose de très dangereux, avec lequel on fabrique les bombes. Donc nos bombes sont fabriquées au plutonium. Et si ces crayons lâchent, ils lâchent leur radioactivité. Ils peuvent la lâcher dans le cœur. Si le cœur fond, ils le lâchent dans l'enceinte où il y a du béton. Et si l'enceinte, qui est le dernier rempart, lâche, ça part dans la chaîne alimentaire, ça part dans la nature. Et quand c'est parti dans la chaîne alimentaire, eh ben, le plutonium, Pluton, dieu de l'enfer, hein, dieu de l'enfer, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce nom, ça dure la demi-vie, c'est-à-dire que le temps que ça diminue de moitié, c'est 24 000 ans. Et sur le plutonium, vous êtes sûr? Ouais, c'est pas sur l'uranium? Non, 24 000 ans. Mais une demi-vie, une demi-vie, c'est un indice scientifique qui donne pas, en fait, il faut le multiplier par 10 pour avoir une vraie idée de combien de temps ça dure pour qu'il n'y ait plus rien. Dis-moi, pour que ce soit neutre. Oui, pour que ce soit neutre. On peut dire que si un accident nucléaire, on revient dans 250 000 ans, il n'y a plus rien. La nature reprendra. Il ne faut pas croire que ça... Quand vous voyez la passivité intellectuelle des gens, de la plèbe, de la population française face au risque que l'État peut faire prendre à nos générations futures, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous empêche de dormir? Est-ce que ça vous révolte? Est-ce que vous avez envie de diffuser votre savoir un maximum? Ça vous donne des perspectives d'avenir? Est-ce que vous pensez à la capacité de résilience des gens, sur leur capacité aussi à comprendre les risques et les enjeux? Pendant un moment, je me demandais si j'étais pas un peu comme dans le film où il y a celui qui a Monsieur Vincent, et il sait qu'il y a les aliens. Voilà, c'est David Vincent. David Vincent, voilà. On sait qu'il y a un problème, mais tout le monde le prend pour un fou. Et ça a été la grande misère de beaucoup de gens qui, par exemple d'André Paris, tous ces gens-là qui ont lutté contre le nucléaire pendant une époque, on les a vraiment pris pour des allumés. Hein. On les a fait passer pour. Ouais, on les a fait passer plutôt pour. Car il y a une propagande qui a été mise, hein, quand en 58 l'OMS, ça je vais pas faire trop de citations, mais celle-là j'aimerais. Si, on a le temps. Hein. L'OMS fait une étude sur le nucléaire et en 58 elle dit du point de vue de la santé mentale, la situation, la solution les plus satisfaisante pour l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de l'ignorance et de l'incertitude. Voilà. L'OMS recommande d'installer les réacteurs nucléaires plutôt près des lieux de vie pour que les gens soient rassurés. Parce qu'on s'est aperçu que psychologiquement, par exemple, des gens qui habitent à côté d'un barrage sont sûrs que le barrage va tenir. Les gens qui sont un peu éloignés, beaucoup plus éloignés, eux, mais qui sont quand même sous le barrage, commencent à être plus inquiets. Donc, par exemple, la décision de mettre à Nogent, quand même, centrale nucléaire de Nogent à Paris. Paris, il n'y a pas beaucoup d'habitants à Paris. Voilà. S'il faut évacuer la capitale, ça fait quand même du monde dans les Alpes. Hein. Ça fait quand même... parce que la problématique qu'il y a eu aussi... c'est pour ça que je dis qu'à Fukushima, ça n'a pas été trop grave, parce qu'on peut évacuer Fukushima. On peut évacuer 30 km autour. On peut évacuer Tokyo? Non, on ne peut pas l'évacuer Tokyo. On ne peut pas évacuer Paris. Donc nos gens... c'est une folie, sachant que l'électricité se transporte bien. Avec les lignes haute tension, il n'y avait aucun problème à mettre aucun réacteur nucléaire près de Paris, quoi. Mais celui-là, il a été fait pour... Il n'y a pas de raison. Vos proches, votre entourage est donc sensibilisé à ces risques et périls. Et est-ce que votre entourage est venu vous voir en vous disant « Mais José, mais t'es en train de péter un boulard pour rien, tu pètes un plomb pour rien, regarde ce qu'ils disent à la télé, tout se passe bien. Le nuage n'a pas traversé la frontière. » Oui. Qu'est-ce que José il leur dit? C'est vrai que mon entourage, j'ai fini par les fatiguer avec mes préoccupations. Un jour,
je passe sur l'autoroute, il y avait une centrale nucléaire et mon fils dit à mon deuxième fils qui est plus petit, il dit, tu vois ça, c'est ça qui va nous tuer. Et là je me suis dit, ouh, j'ai peut-être un peu forcé la dose avec eux. Ou pas. Mais bon, c'est des enfants, hein, la vérité sort de la bouche des enfants. Mais c'est vrai que la douane française est quand même très performante, c'est-à-dire qu'elle est capable d'arrêter des particules radioactives. Et le mensonge qui a été construit à Tchernobyl, où on a arrêté, où toute centrale nucléaire a arrêté ses capteurs, parce que s'ils n'arrêtaient pas leurs capteurs, tous les capteurs, toute centrale nucléaire est équipée d'un capteur qui hurle si la dose dépasse, pour évacuer la population. Il y en a. Ils ont tout débranché. Sinon, tous les réacteurs français seraient mis à hurler, ce qui était gênant. On a laissé manger aux gens du lait et des champignons, ce que n'ont pas fait les Autrichiens et les Italiens. Et actuellement, le premier consommateur de Levothyrox, c'est-à-dire le médicament qui soigne la thyroïde... C'est les Corses, non? Oui, c'est les Corses et les Français. 9 millions de boîtes. Et c'est le deuxième médicament le plus avalé en France après le Doliprane. Problème de thyroïde. Ouais. Et quand, par exemple, André Baris m'a raconté que quand les enfants, les malades de la thyroïde ont fait un procès, vous savez, il y a eu un procès qui a été fait au docteur qui vient de mourir, le fameux docteur qui avait dit le nuage de Tchernobyl n'est pas passé en France et tout va bien. Ils lui ont fait un procès, et au procès, ils ont voulu demander à la Sécu, combien de boîtes de Levothyrox est vendu en France? Vu que c'est remboursé, la Sécu a des statistiques sur tout. Bah, ils n'arrivaient pas à avoir la statistique. Il a fallu qu'il y ait un juge qui s'énerve pour qu'ils obtiennent la statistique. Voilà, c'est un détail. C'est un détail, mais qui résume bien la fabrication du mensonge qui a été faite pour que la population continue à rester dans l'ignorance. Mais moi, il n'y a pas que ça qui me fait peur. Il y a le fait aussi que n'a pas été pensé le changement climatique, qui fait qu'il y a des choses qui n'existaient pas. Que par exemple... le refroidissement. Vous parlez du refroidissement du refroidissement. Par exemple, on a mis des réacteurs au bord de la mer en disant il n'y aura jamais plus de 100 km/h, ou 120, enfin on a pris une marche. Mais d'un coup, on a des tempêtes. Par exemple, le Blayais, en 99, ça a failli, Blayais à côté de Bordeaux, le réacteur nucléaire. C'est un entonnoir. Il est au fond de l'entonnoir de la Gironde, qui est comme ça, là. Il y a le réacteur ici. Et il y avait des marécages. Et quand il y avait une tempête, les marécages servaient d'éponge. Et d'un coup, ces terres qui sont très fertiles, les paysans se sont dit, on va les transformer en maïs. Politique agricole, fait plein d'argent avec le maïs. Ça produit bien. Ils ont tous transformé leur marécage en maïs. Et en 20 ans, ça a été fait. Arrive la tempête Martin en 99. Au lieu d'amortir cet entonnoir, au lieu que les marécages amortissent la vague, elle est directement, et ça a noyé le cœur, ça a noyé le Blayais. Et si les techniciens n'avaient pas préparé le bug de l'an 2000, parce que le bug de l'an 2000, ça a failli être le blackout en France. Parce que le 27 décembre, quand arrive la tempête Martin et que le Blayais est isolé, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'alimentation électrique, les techniciens ont été formés, ils ont fait le plein de fioul, et les générateurs de secours, dont certains sont sous l'eau, arrivent à refroidir la centrale. Et là, on est passé vraiment très près de la catastrophe. Juppé on a téléphoné à Juppé en lui disant que peut-être il allait se passer quelque chose de grave. Et surtout, le 27, à cause de la tempête qui a fait couler l'Erika, il a fallu avoir un blackout à une ligne près. Ça, c'est un technicien d'EDF qui travaillait dans le réseau qui me l'a raconté. À une ligne près, il suffisait qu'il y a une ligne qui sautait et toute la France était dans le noir. Et si toute la France était dans le noir, il y avait 58 réacteurs qui devaient siloter, c'est-à-dire s'autosuffire en électricité, s'alimenter eux-mêmes. Et là, il fallait espérer que ça se passe bien. Et là, on n'est pas passé loin. Et par contre, on n'a parlé que de l'Erika. Est-ce que les nations qui nous entourent, par exemple la Belgique,
elle est inquiète du risque nucléaire français avec tout son parc qui est vieillissant et c'est compliqué. Est-ce que les autres nations, est-ce que vous avez entendu parler de l'Espagne qui s'inquiéterait si ça pétait en France ou la Belgique, le Luxembourg, non, le Luxembourg a rencontré Manuel Valls et lui a dit on voudrait que vous fermiez Catoz, la centrale qui est juste à la frontière. Et Valls a dit ah non, c'est notre centrale, c'est nous qui décidons, et puis ça coûte cher. Le Luxembourg a dit nous on paye la fermeture, rubis sur l'ongle. Ça veut dire quand on fait ça, ça veut dire que il flippe. Oui, ça veut dire quand il y a pas de problème, je paye. C'est quand vous allez voir votre voisin, vous lui dites je paye les travaux là, il y a pas de problème, mais je veux pas que ta maison s'écroule sur ma gueule. Voilà.